I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour gérer ses transitions de vie avec sérénité et être le capitaine de sa vie. Tous les mois, je donne la parole à un parcours ou à une expertise inspirante pour nourrir nos quêtes de sens et de renouveau. Et ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme discrète mais pleine de peps, bien décidée à rester fidèle à ses valeurs. Clotilde Nguyen est architecte, elle a son propre cabinet qu'elle a monté avec son associé, son ami. Elle est en couple, bref, sur le papier, la situation de Clotilde est idyllique. Mais voilà, Clotilde, comme beaucoup d'entre nous, il lui manque un petit truc pour être, pour avoir une vie complètement pleine de sens. Et elle a plein de projets qu'elle va nous raconter. Elle va nous raconter ses doutes aussi, ses questionnements et tout ce qui va arriver. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors, je voudrais te remercier déjà, avant de commencer, pour 3 raisons. Déjà parce que tu as traversé Paris pour venir jusqu'à moi, et puis tu nous donnes de ton temps. D'autre part, parce que tu as été la première aussi à me faire confiance quand j'ai proposé un parcours d'accompagnement collectif. Donc ça m'a beaucoup touché. Peut-être on en parlera d'ailleurs sur ce que ça t'a apporté. Et puis aussi, je sais parce que tu es quelqu'un de discret et de humble, et que c'est pas forcément un exercice évident pour toi, voilà, de partager. T'es pas celle qui monte sur la table, qui est pleine de gouailles, mais justement, moi, ça me donne vraiment envie de donner la parole à ces personnes qui peut-être se mettent moins en avant, mais qui ont beaucoup à offrir. Donc déjà pour ça, merci. Et merci d'être là. Tu rêvais d'être architecte depuis le collège. Tout à fait. Si je me suis bien documenté, parce que tu trouvais que c'était le juste équilibre entre le technique et l'artistique. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, en architecture, on a beaucoup il y a un côté, on crée un espace, on crée un lieu, mais il y a aussi des règles à avoir. Construire, on ne construit pas n'importe comment. Et donc, il y a aussi un côté avec la matérialité, etc. Et donc, il y avait ce juste milieu entre la création et quand même rester dans un cadre particulier, des règles structurelles, etc. Donc, c'était ce petit twist qui m'attirait. Ça fait partie donc de l'équilibre de ta personnalité. Tu as besoin d'un cadre, de rigueur, mais aussi un petit peu de folie. Bon, et si tu es là, c'est parce que tu as des projets par rapport à ça, tu aimes ton métier. C'est quelque chose que tu ne regrettes pas. Je l'ai dit en introduction, tu as ton cabinet. Mais il y a quelque chose qui titille tes valeurs quand même dans ce métier. Tu veux nous en parler ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça ne te convient pas complètement ? Alors, j'aime créer justement des lieux pour des gens, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé notre cabinet. Mais il me manque quelque chose déjà. C'est vrai que un peu, peut-être naïvement, j'avais un peu aussi idéalisé le métier et le fait d'être entrepreneuse. Et en fait, je me retrouve vraiment beaucoup trop souvent derrière mon ordinateur et il y a aussi la réalité financière et l'acceptation de certains projets plus que d'autres et il me manque ce côté vraiment lié à plus engagé en fait dans mes projets écologiquement et socialement et pour l'instant il me manque cette petite chose qui fait que on n'a pas réussi avec mon associé à trouver ces projets qui nous manquent et on le voit chez certains architectes qui nous inspirent mais chez nous on n'a pas encore réussi à trouver ça et c'est vrai que moi j'aime beaucoup tous les projets que je fais et j'apprends toujours techniquement parce que je suis jeune architecte mais je sens que je suis pas totalement épanouie dans ce que je fais et que dessiner seulement des salles de bain et des cuisines, ça ne me convient pas réellement et que j'ai envie de trouver un petit peu plus. Pourtant, naïvement, moi aussi, de l'extérieur, je me dis que l'écologie, notre impact, etc., c'est énormément dans l'air du temps et ça parle à de plus en plus de personnes. Si on étiquette un petit peu son cabinet en tant que... On peut attirer ces projets-là aussi. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à trouver justement cette niche ou cette cible ? Alors, je pense que déjà, on a commencé à monter notre société en plein milieu du Covid. Donc voilà, on fait les choses
pour que ça soit un peu plus drôle, quoi. On fait les choses comme ça. Et puis, il y a un démarrage où on a un premier projet, puis un deuxième où, voilà, et puis on se dit, bon, en fait, il faut aussi accepter des projets pour avoir des références. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Il faut accepter des projets pour avoir des références et pour aussi avoir un peu d'argent qui rentre dans l'entreprise. Et donc, très vite... au final, on ne va pas forcément chercher des chantiers plus écologiques où les gens sont déjà sensibles à ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire l'effort sans cesse avec les clients d'avoir plus cette sensibilité, être plus pédagogue au niveau de l'écologie, mais ce n'est pas vraiment des chantiers très engagés. J'avoue qu'on n'a pas encore trouvé ce bon positionnement en fait, ouais. Parce que pour préciser, toi tu t'occupes plutôt de rénovation de particuliers, hein, on parle de rénovation de maisons, etc. Mais ce sont plutôt des gens très aisés qui font appel à toi ou pas forcément? Non, on n'est pas dans une gamme de personnes très aisées, on a un peu de tout, on a un projet où les gens ont un peu plus d'argent, mais dans l'ensemble c'est des gens, on va dire classe moyenne, voilà. Okay. Mais en fait, il y a aussi tout un rôle. Déjà, c'est pas inné chez des particuliers de faire appel à un architecte. Donc, il y a aussi toute cette éducation à avoir, à trouver les bonnes personnes, à leur faire comprendre que ils payent aussi un savoir, etc., qu'on va leur apporter quelque chose. Donc, il y a vraiment toute une envergure assez complexe, on va dire, déjà, avant même de pouvoir arriver et toucher à l'écologie. Après, avec mon associé, on essaye vraiment de se former de plus en plus, donc, et aux matériaux biosourcés. Elle est en ce moment, elle aussi, en train de faire une formation pour l'audit énergétique. J'ai fait la formation pour être concepteur de maisons passives. Donc voilà, on sait aussi que ça prend du temps, en fait, aussi, de trouver ces bons clients. Mais voilà, les choses font qu'on se pose des questions et qu'on... Et donc, tu me disais en off, justement, que parfois, ce qui t'irritait, c'était aussi peut-être le fait qu'il y a des travaux qu'on te demande, que comme tu l'as dit, que tu te sens obligé de prendre pour des raisons économiques, qui ne sont pas forcément nécessaires et qui créent... Oui, alors, bon, c'est... En fait, je pense que vis-à-vis des gens, c'est toujours nécessaire pour eux dans leur manière de vivre, et ce que je peux comprendre, en fait. Mais c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de construire beaucoup plus, mais les gens ont ce besoin aussi, je pense, d'avoir plus grand... Ça t'énerve un petit peu, ce manque de sobriété. C'est ça, ce manque de sobriété. Mais bon, voilà. Donc, malgré ces pistes de formation au durable, malgré cet effort, tu as quand même décidé de prendre un virage, là, ou en tout cas de mettre une pause dans ton activité. Justement, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu quelle est... parce que vous êtes deux dans cette histoire. Et là, toi, tu dis, je vais partir sous d'autres projets. En fait, toute l'histoire, c'est que... Moi, après mes études d'architecture, je suis partie au Vietnam dans l'envie j'avais une année assez chargée et je me suis dit que j'allais faire une pause au Vietnam. C'était l'occasion d'apprendre aussi le vietnamien, de rencontrer ton origine, je ne sais plus si je l'ai précisé. Okay. Ce sont tes grands-parents qui sont d'origine. Mes grands-parents sont vietnamiens et sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France et puis mon père est né en France, voilà, donc je suis moitié-moitié. Et donc voilà, j'avais envie d'aller au Vietnam, de passer du temps au Vietnam parce que j'ai mes frères qui y habitent, et puis de rencontrer des architectes, de voir d'autres manières de construire, enfin de continuer en fait à me former, mais au Vietnam. Et puis en fait, on a eu, juste avant mon départ, on a eu une proposition de projet qu'on a pris. Ça a mis un peu de temps à se monter, donc on se disait que mon associé allait pouvoir gérer, et puis moi gérer la partie plus dessin et elle plus chantier si ça arrivait. Et puis finalement, mon associé a fait sa 6e année d'architecture, ce qui n'était pas prévu. Et donc voilà, on s'est commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose, soit on continuait ce projet-là en l'occurrence, soit on arrêtait. Et donc moi je lui ai dit, écoute, si je rentre, on fait les choses bien, on monte la boîte, etc.
Et donc voilà, donc je suis rentrée un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé dans mon voyage au Vietnam. Et donc je suis rentrée, elle m'a évidemment trouvé un deuxième projet. Et là, c'était parti. Parce qu'elle est maligne. Je suis rentrée, puis bon, il y a eu le Covid, etc. Mais on a continué, on a monté la boîte du coup en mars 2020. Et donc voilà, il y avait aussi ce côté où et puis voilà, elle a eu des jumeaux, donc elle a été arrêtée 8 mois. Voilà, donc sur 3 ans d'entreprise, on a eu quand même un début pas simple, etc. Puis comme tout début d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je me suis vraiment sentie un peu commencer à étouffer en fait et à me dire qu'il me manquait quelque chose, que ça me convenait pas, que j'étais beaucoup trop stressée, que voilà, même plus que ce que je devrais, et que j'étais pas en fait totalement heureuse alors que je montais ma boîte. C'était aussi un rêve qu'on avait toutes les deux depuis des années, et que donc c'était pas normal, et donc il fallait changer les choses. Sur le moment, c'était tu le donnais tu l'attribuais à quoi, ce stress? C'était vraiment c'était vraiment la société, les projets. Je sentais une pression, une pression, et puis à se dire... Une injonction plus qu'un plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit que... Et en même temps, elle savait que j'allais repartir au Vietnam à un moment ou un autre, parce que c'était aussi un peu le deal... elle savait que j'avais cet appel de l'Asie, on va dire, et qu'à un moment dans notre vie d'entrepreneuse, je partirais au Vietnam, mais voilà, ça nous perturbait pas en tant qu'associés, parce qu'on s'était dit que on pourrait monter la boîte au Vietnam, on verrait à ce moment-là, et donc voilà. Donc ça arrive peut-être un peu plus tôt que prévu, parce que notre boîte est encore fragile, mais je pense qu'il faut le faire maintenant, parce que en fait, je ne pourrais pas continuer à bien faire mon travail ici, à mettre toute mon énergie dans notre entreprise si je ne partais pas maintenant, je pense. Donc juste au moment où ça commence à se stabiliser un peu, le post-Covid, etc., ouais. Là tu lui annonces que tu souhaites repartir au Vietnam. Mais ça a des incidences pour elle? Oui, bien évidemment. Sûr, tout à fait. C'est donc, pour ça que c'est une grosse discussion. Ouais. Donc elle est revenue de son congé maternité en janvier. Je lui avais déjà un peu parlé pendant son congé maternité que voilà, je pensais partir, et qu'il fallait qu'on réfléchisse comment faire. Pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je peux m'accorder 2 jours dans la semaine que je travaillerai sur notre entreprise. Donc, je garde un pied dedans. L'idée, c'est que j'ai pas de relation client à avoir, mais plus sur la phase plutôt exécutive de dessin, de mise à jour du site internet, d'administratif que je peux gérer, etc. Et qu'elle aurait plus la relation prospection et relation client et suivi de chantier. Combien de temps ça vous a pris pour arriver à ce compromis ou à ce consensus? Est-ce que c'était direct? Est-ce que tu as eu des difficultés peut-être à aborder le sujet? Comment ça se passe quand on est associé comme ça? Alors au début, oui, parce que évidemment, je voyais que l'entreprise n'était quand même pas, on n'est pas encore au top de nos possibilités. Et forcément, je me suis posé déjà les questions, me dire... c'est peut-être pas le moment, il va peut-être falloir repousser encore, j'en sais rien, il faut faire autrement. Mais j'ai la chance d'avoir quand même une associée qui est vraiment dans le même mood, et qui elle aussi a une autre entreprise à côté. Donc elle a ce côté entrepreneur, et on s'est toujours dit qu'il fallait se dire les choses quand même, et qu'on trouverait des solutions. On a plutôt une nature positive, surtout elle, à dire on va trouver des solutions, comment faire. Mais c'est aussi quand même la discussion de l'organisation de l'année prochaine n'est pas encore finalisée. Ouais. Mais bon, voilà. C'est sécurisé, mais pas finalisé. Voilà, c'est ça. Je lui ai aussi demandé si elle voulait, si elle se sentait capable et si elle voulait le faire. En fait, je crois que tu allais me dire si elle voulait venir au Vietnam. Non, je lui ai proposé, mais c'est pas trop. Alors par contre, il y a une double incidence, puisque comme je l'ai dit, tu es en couple aussi, et ton conjoint va te suivre, fait partie de ce projet aussi. Ouais. Donc même question, un peu par miroir, comment ça s'est fait? Comment tu as amené ça? J'imagine qu'il s'en doutait aussi, puisque vous allez voyager ensemble. Oui, on avait déjà voyagé ensemble. Et bon, Lui travaille dans l'immobilier, si Alors dans le BTP. Dans le chantier, ouais. Chantier. Il est aussi architecte de formation. D'accord. Et travaillait pour une entreprise de suivi de chantier.
Donc lui, par contre, il faisait du béton. Ok. Ouh. Ouh. Et donc voilà. Et, On le dit avec le sourire, hein, oui. Pas de jugement. Non, évidemment. non, pas de jugement. Il sait ce que j'en pense. Mais c'était... je pense que lui aussi, en fait, arrivait à un fin de cycle. Ça fait quelques années qu'il travaillait pour cette entreprise. Mais bon, voilà, il y avait pas de renouveau. Il commençait à arriver à la fin et voulait aussi du changement. Donc, La même frustration que toi aussi sur le côté contribution, interrogation par rapport à ses valeurs, etc. Oui, peut-être un peu moins, mais c'était plus, oui, professionnellement, il sentait que là, il avait fait le tour de son métier, en fait. Okay. Et en tout cas, dans cette entreprise, il avait vraiment fait le tour. Donc, c'était le bon moment pour lui. Et donc, c'était aussi le bon moment pour lui. Et puis après, oui, en se mettant ensemble aussi, à l'époque, il savait déjà qui j'étais et comment j'étais. Et il savait qu'à un moment, je repartirais au Vietnam. Il a signé en connaissance de cause. Voilà, il a signé en connaissance de cause, donc voilà. Ok, donc tu arrives quand même à bien gérer justement ces doubles incidences avec ton associé et ton conjoint. Mais ce voyage, c'est pas un voyage touristique simplement. C'est quoi la finalité ? Tout n'est pas décidé. Pour l'instant, vous prenez un billet aller seulement. C'est ça. Voilà, t'en es où dans ta réflexion ? Je l'ai un peu suivi, mais je suis curieux de connaître un peu le développement. Donc la réflexion, déjà, l'idée était de partir en Asie, aussi d'une part pour aller voir mes frères, d'une part, et puis aussi on avait envie d'aller voir, de découvrir un peu plus. On va sûrement aller au Japon et en Corée. Alors la Corée, c'était surtout parce qu'on a un ami qui doit se marier en Corée, donc c'était un peu une excuse. Mais le Japon, voilà, on est tous les deux très attirés par le Japon. Moi, je pense qu'au démarrage, ça vient du judo, parce que donc je suis judokate, et je suis jamais allée au Japon, et aussi parce qu'ils ont une finesse dans leur artisanat et dans leur architecture qui est assez magique, et même la société japonaise est tellement intrigante, je trouve que voilà, on se dit qu'on aimerait aller découvrir un peu plus ça, et surtout auprès de l'artisanat, et continuer à découvrir le Vietnam et les pays qui l'entourent. L'idée, évidemment, n'est pas de faire une checklist des pays et de dire ça on a fait, mais c'est plutôt d'aller vivre avec les gens, de trouver et des chantiers participatifs et des workshops d'artisanat pour apprendre à faire, et continuer vraiment cette recherche de la matérialité, de l'architecture, aussi d'autres manières de vivre. Voilà, un voyage d'inspiration, formation, quoi. C'est ça, l'idée c'est un peu ça, ouais. Okay. Sans que t'aies forcément, que vous d'ailleurs, n'ayez l'idée de ce qui en ressortira ou de la finalité de ce que vous allez en faire pour l'instant. Oui, non. Okay. Donc vous laissez guider par votre curiosité. C'est ça. J'essaie de me mettre à la place des auditeurs, auditrices. Oui. Je me dis comment on finance ça ? Là, tu sautes dans le vide, c'est bien gentil, mais bien mignonne, Clotilde, mais... Ah oui, ça c'est une autre question. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est assuré ? Tu te dis on verra bien Non, alors mon conjoint, lui, a un peu plus de bagage financier, on va dire, parce que il travaille depuis plus longtemps que moi, tout simplement, donc il a pu mettre de l'argent de côté un peu plus. Et moi... un peu moins parce que évidemment juste après mes études j'ai monté ma société, on n'est pas on gagne pas des millions, loin de là, donc mais j'ai un peu d'argent de côté qui me permet de vivre. Voilà, on sait que ça va pas être on va pas flamber, aller dans des hôtels 4 étoiles, le but c'est vraiment d'aller vivre chez les gens, Attention, le Japon, au Vietnam peut-être pas, mais le Japon, oui, c'est c'est cher, ça, hein. bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'au Japon, on cherche vraiment plus des chantiers participatifs où on est logé et nourri, enfin du woofing du coup, pour vraiment avoir ce côté économique un peu plus réduit. Et après, je sais que je peux donc... qu'on peut au moins vivre 6 mois, donc on n'a pas non plus déterminé le temps qu'on allait rester. On s'est dit qu'on pouvait au moins tenir 6 mois avec notre argent. Okay. Après, le but, c'est que je continue quand même à travailler sur ma société. Donc, c'est même même si c'est pas un salaire énorme, c'est aussi un peu d'argent qui rentre chaque mois un peu plus. Donc, voilà comment on le finance. Et puis, si après, on voit qu'on est vraiment trop juste, on retournera travailler, s'il faut.
l'idée, c'est peut-être aussi au fil des rencontres, avoir des missions sur place. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment tout encore ficelé. On sait qu'on peut tenir 6 mois. On aimerait au moins rester 1 an en Asie. S'il faut donner des cours de français, travailler un peu à côté, à mi-temps, pour avoir un peu d'argent, c'est pas pour nous, c'est pas un souci aussi. C'est aussi, Ok. le but. Bon, très bien, bravo déjà voilà, d'oser l'incertitude. Je sais aussi que l'entourage, c'est pas toujours évident. Alors tes frères, j'imagine qu'ils sont contents. Peut-être tes parents un petit peu moins. Comment ils ont réagi aussi le fait de... Ouais. Alors, vous êtes 3 on et donc on est 4. 4, on est 4 enfants et mes parents ont donc 2 enfants au Vietnam. Donc l'aîné et le plus petit qui est au Vietnam. Et le 3e frangin, je suis la seule fille, le 3e frangin vit entre le Maroc, le Vietnam et la France. Donc ils se sont fait à l'idée, quoi. Donc voilà, ils se sont dit, on fait pas des enfants pour nous. Ils se sont dit que leur fille, qui était la dernière en France, allait suivre le pas. Et voilà, ils ont été à moitié étonnés, on va dire. Ok. Voilà. Après, oui, ça pose aussi des questions. On a les grands-parents qui vieillissent aussi, donc c'est aussi un choix, parce qu'on est quand même très famille, donc c'est aussi un choix à faire. Et après, voilà. Pour l'instant, même si rien n'est décidé, vous pensez plutôt revenir en France ou pas ? Je pense, oui. Enfin, je pense que plus mon conjoint, pour l'instant, dans sa tête, c'est on va revenir en France. Moi, je suis un peu plus incertaine, j'avoue. Mais oui, c'est trop incertain pour se fixer. Mais si on revient en France, ce qu'on se disait tous les deux, c'était quand même qu'on ne reviendrait pas à Paris. Voilà. Pourquoi ? Je pose la question à parce que Paris, déjà, c'est quand même cher, qu'il manque cruellement de nature, hein, et qu'on n'a pas... Enfin, moi, j'ai vécu en banlieue parisienne. J'ai pas non plus envie d'être en banlieue parisienne, parce que je trouve qu'au final, on a quand même beaucoup d'inconvénients de Paris sans avoir les avantages, et que je trouve dommage. Et que, ouais, en fait, on a besoin d'espace. Ça fait 3 ans qu'on vit dans un 23 mètres carrés, et c'est vrai que là, on avait envie on a envie d'espace et de nature surtout. C'est ce qu'on se dit un peu chaque week-end. Mais à part le bois de Vincennes qui est blindé, où va-t-on ? C'est clair. Voilà. Je suis un Parisien repenti. Voilà. Je vois ce dont tu parles. On parlait de tes parents, de tes grands-parents, aussi de cette double culture aussi. C'est quoi l'éducation que tu as reçue dans les grandes lignes ? Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que tu en retiens maintenant J'ai la chance, je pense, d'avoir eu des parents qui nous ont toujours poussés à faire ce qu'on avait envie de faire, sans jugement, au contraire à nous... Enfin, on est donc 4, on a tous fait un sport-études judo, donc moi j'ai fait tout mon lycée en internat, donc on est aussi partis de la maison un petit peu tôt, et c'est aussi des parents qui nous ont toujours offert la chance d'aller au cinéma, de nous ouvrir sur le monde. Et on est les premiers de la famille à être retournés au Vietnam. C'est eux qui nous ont donné ce goût aussi du voyage et de retrouver cette culture. Enfin voilà, mon père ne parle pas vietnamien. Il l'apprend tardivement, il l'a appris tardivement. Voilà, donc, et on apprend tous le vietnamien, du coup, à notre vitesse, mais voilà. Donc c'est aussi, on recherche aussi, ouais, il y a cette culture qu'on recherche, mais c'est vraiment, je pense, nos parents qui nous ont permis cette ouverture d'esprit et voilà, d'être curieux, en fait, d'aller ailleurs. On a toujours eu la chance de voyager. Et cette rigueur ou cette discipline dont tu parlais, est-ce que ça fait partie aussi du bagage que tu as reçu, ou ça, c'est plus ta personnalité propre alors, on n'a pas eu une éducation tellement, je dirais, trop stricte. Enfin, en fait, correct. Enfin, voilà. Normal, quoi. Normal, ouais. Voilà. Je pense qu'on est quand même assez... Voilà, mais après, je pense qu'effectivement, comme je pense que c'est plus le sport-études aussi qui nous a donné cette rigueur.
J'ai mené donc quand même donc tout mon lycée en sport-études. Ouais. On a toujours fait du sport, enfin j'ai toujours fait du judo en compétition jusqu'à 2-3 ans. Un titre national en équipe, j'ai vu. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans, c'est ça, t'as un en- titre de en équipe. champion de France en équipe, c'est ça? Ouais, c'était en équipe, ouais. Et une médaille individuelle aussi. J'ai une médaille individuelle Ouais. en championnat deuxième division. Voilà, j'ai pas fait des résultats grandioses, mais on a toujours eu ce double cursus. Donc il fallait suivre des études. Mes parents nous ont toujours, par contre, obligés, à suivre, à faire quelque chose. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu... parce qu'il y en a beaucoup aussi en sport-études et après qui mènent pas forcément... qui font des études un peu moins longues. Nous, à un moment... je pense qu'on a tous fait le choix des études plus que le judo, mais ça a dépendu des années. Mais oui, on a eu cette rigueur, donc il fallait aller s'entraîner chaque jour et aussi suivre une scolarité normale. Donc C'est exigeant, quoi. c'est un peu exigeant, voilà. Il faut, Ok. et pareil, pendant les études d'architecture, voilà, il faut un peu... Où là, il y a encore d'autres... Oui, j'imagine, oui. c'est encore une autre dimension. Il faut faire preuve un peu de rigueur. Ok, donc rigueur, discipline, mais aussi le côté un petit peu artistique, Ouais, bien esthétique, et puis l'ouverture Ouais, sur d'autres cultures, De- la curiosité c'est aussi. ça, ouais, Ok. tout à fait. Je sais que quand on décide quelque chose pour soi, même si on est initiateur du changement, c'est pas pour autant que ça n'active pas des peurs. Là, il y a un contexte assez rassurant pour toi, puisque tu vas retrouver tes frères qui vont favoriser évidemment votre intégration sur place. On a parlé du côté financier, ok, mais c'est quoi tes peurs, peut-être, même minimes, hein, mais celles qui te passent par la tête ou... C'est peut-être de finir ce voyage et en fait de peut-être pas avoir des réponses aux questionnements qui sont peut-être un peu vagues, mais de se dire on rentre et au final, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ou de se dire, voilà, de pas réussir à se dire on a trouvé ce qu'on cherchait, même si on sait pas forcément totalement le formuler, mais c'est, en rentrant, se dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, tiens, on peut anticiper cette question-là. On est à la fin du... Enfin, même pas à la fin d'ailleurs, mais à un moment donné, vous êtes dans ce voyage et vous avez ce Eureka moment. Bien sûr, tu peux pas imaginer ce que ce serait, mais qu'est-ce que tu en espères? Là, tu t'adresses à la Clotilde Ouais. dans 6-8 mois peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme réponse à ce moment-là? Je pense quand même que je cherche un juste milieu. J'ai besoin de juste milieu, je crois. Mais... Équilibre. D'équilibre plutôt. C'est le judo, ça encore. C'est encore ça, ouais. D'équilibre justement entre l'architecture en étant derrière un ordinateur et vraiment plus un côté manuel. Voilà, moi ça me manque de ne pas faire des choses de mes mains et ça, je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, je pense que ça peut aussi débloquer des projets un peu plus particuliers, un peu différents sur peut-être de l'autoconstruction, de l'expérimentation en tout cas. Voilà, donc peut-être, voilà, et c'est peut-être aussi d'avoir un lieu... on réfléchit quand même à avoir un lieu à nous, ou peut-être avec d'autres personnes. On, c'est qui? Avec mon chéri. Ah, d'accord. J'avais posé la question, c'est une volonté, en tout cas, de peut-être de aussi travailler ensemble? Alors non, je pense Non. pas. C'était un nom bien... Il va être content quand il va écouter. Non, je pense que c'est plutôt lui qui aurait du mal. Ça, c'est très personnel, je comprends mais tout à fait. peut-être qu'on trouverait on ne sait pas encore, hein, on aurait peut-être des projets ensemble, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est pas le but. C'est pas le but. Ouais, non. Ok. Mais quand je dis un lieu, c'est plutôt un lieu de vie qui serait peut-être un peu plus hybride. On aimerait beaucoup... Enfin, moi, j'aimerais beaucoup avoir un atelier de menuiserie, voilà, où on puisse un peu plus... Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais excusez du peu, tu as aussi un CAP de menuiserie que tu as passé comme ça. Alors, c'est pas complètement décorrélé de ton activité. J'ai passé aussi pour ce côté justement manuel et puis changement d'échelle, rapport avec une matière naturelle, voilà, apprendre à faire de ses mains. Pour moi, c'était important
dans tous les cas, de faire de ses mains, ça aide aussi à mieux concevoir en amont. Je parle de projet d'architecture, mais et donc en fait la menuiserie, je trouvais ça raboté, poncé, j'adore. Enfin, je trouve ça ça détend, ça fait vider l'esprit, etc. Et puis c'est concret, quoi. Quelque chose en ressort de concret à la fin. Ça me parle tellement, mais moi je parle de beaucoup plus loin que toi, tu vois. Donc, mais ça m'intéresse. Je me fais mon petit atelier en ce moment. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé ce CAP. Et j'ai eu la chance de passer en cours du soir, donc je pouvais continuer à faire autre chose à côté sur 2 ans. Et donc je suis quand même diplômée, donc même si mais c'est quand même toujours un petit plus et ça peut aussi apporter des choses différentes. Ok, donc je reboucle sur ma question précédente. En fait, tu cherches pas forcément une réponse définitive, mais en tout cas quelques certitudes. Tu cherches en quelque sorte à réinventer ton métier, ta manière d'être architecte, ou en tout cas une activité que tu n'as pas encore définie, où tu intègres cette notion d'architecture, mais où tu mêles aussi, tu t'intéresses au low-tech beaucoup, dans ce sentiment de sobriété aussi, ok, donc tu aimerais trouver un pilier, un bon équilibre entre l'économique, le manuel, l'artistique, le technique. Tout à fait. Tu cherches à jongler avec tous ces ingrédients-là. Tu résumes bien l'idée. Mais oui, effectivement, mais c'est vrai que quand j'ai passé ce CAP, je me disais aussi que j'allais pouvoir mener de front dès le début l'entreprise d'architecture et puis un peu de menuiserie et que j'arriverais, parce que j'avais toujours réussi à faire plein de choses en même temps. Et puis en fait, les choses se passent autrement et puis pareil, à Paris, même s'il y a beaucoup d'ateliers participatifs, Fab Lab, etc., mais ça reste déjà des coûts et puis il faut un peu plus de temps et donc il y a un moment... C'est à Paris. Et puis c'est à Paris. Voilà, et donc j'ai fait quelques petits micro-projets de menuiserie, mais alors j'étais dans le garage de chez mes parents, entre la machine à laver et les cartons de tous les enfants qui s'entassent, qui partent. Donc voilà, j'aimerais quand même aussi avoir ce lieu à moi et pouvoir un peu plus expérimenter aussi le travail de la menuiserie, le travail du bois, mais même aussi de la terre, avoir un peu un laboratoire d'expérimentation, je trouve. Moi, c'est pas du tout un conseil, mais c'est un point de vue, j'allais dire. Je trouve ça génial de semer des graines comme ça. On sent bien le fil rouge entre la menuiserie, l'architecture, etc. et tout ce que tu as énuméré. Mais pour l'instant, on sent que c'est pas encore... Les pièces du puzzle, elles sont là, mais ça s'est pas encore cristallisé, quoi. C'est ça. Mais je trouve que c'est... notamment dans la première partie de notre vie, j'allais dire, je pense que c'est l'essentiel de suivre, même si on sait pas trop où ça va, d'être en équilibre instable comme ça, mais de suivre son intuition. Je suis persuadé que c'est le meilleur chemin pour un moment, pour nourrir ce déclic-là. Je pense qu'il y a un déclic, ça se mérite, et il faut semer pour récolter. Et là, je pense que tu es énormément en train de semer, et c'est sûr que ça va germer, qu'il y a des belles choses qui vont en ressortir. L'idée du voyage aussi, c'est aussi prendre du recul, un peu être en dehors du quotidien, on va dire, je pense aussi pour avoir une respiration et justement essayer, continuer évidemment à découvrir, à explorer, mais c'est aussi... voir comment on pourrait imbriquer. Et justement, je pense qu'aussi, des fois, on a besoin de faire un pas en arrière pour avoir une vision un peu plus globale et faire germer aussi d'autres idées, etc. Bien sûr. Alors, comme si tout ça n'était pas suffisant, tu as aussi investi avec ta maman. Tu as créé une association, toujours en lien avec le Vietnam, pour créer, alors c'était il y a quelques années, je ne sais pas comment ça a évolué, pour créer d'abord un orphelinat et puis ensuite un dojo, je crois. C'était le projet initial. Alors en fait, les tout premiers projets, c'était donc d'aider un orphelinat. En fait, on était allé dans un orphelinat par une connaissance qui nous avait dit... si vous voulez, on peut y aller, apporter des choses et tout. Donc, on avait apporté des biens matériaux. Et donc, chaque année, on a continué à faire ça. Donc, on a monté une petite association avec ma mère et 2-3 collègues de ma mère, etc.
Et puis, il y a quelques années maintenant, mais on est toujours dans le projet du dojo solidaire qui n'a toujours pas vu le jour. En tant que bon judoka, mon frère aîné qui avait fait déjà ses études au Vietnam, puis s'est installé au Vietnam, avait un ami judoka qui rêvait de monter son dojo. Et donc, on s'est dit, c'est le moment, on va l'aider à financer ce projet. Donc voilà, mais bon, ça prend du temps. Et qu'est-ce que ça implique l'association? Comment vous œuvrez pour ça? C'est de l'envoi de matériel, matériaux donc on n'aide plus du tout l'orphelinat, on est vraiment sur ce projet de dojo maintenant. Donc on essaye de... En fait, on fait des actions en France, donc on a eu plusieurs petites actions. On a eu un photographe qui est venu faire une petite exposition, un photographe qui fait des photos de judo, exactement. Puis un petit talk. On a fait un marché d'art solidaire, donc il y a un endroit à Paris qui s'appelle le Foyer Vietnam, qui est un restaurant associatif et donc qui accueille ce genre d'événements. Donc on avait fait des candidatures pour que les artistes s'engagent avec nous dans le projet. Et donc ils avaient tous artistes et artisans. Donc il y avait 4-5 artistes artisans qui vendaient leurs œuvres et nous redonnaient une partie pour financer ça. Voilà. Et puis on a lancé un crowdfunding là il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai une amie qui fait toutes les illustrations, la communication. Donc, il y a aussi ce volet-là de communication. Mais en fait, le plus dur est vraiment d'aller chercher les fonds. Et il nous manque plus beaucoup d'argent, mais il nous en manque encore pour aller construire le dojo. Et donc, dans l'idéal, pareil, ce voyage pourrait être la finalité de ce... Mais c'est vraiment avec... Si on a les fonds, ça serait l'occasion d'aller construire ce dojo. Et... Okay. Voilà, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu parce que c'est une association, qu'on est très peu nombreux, que ça demande de l'engagement et puis voilà. Mais surtout du temps aussi. Et parce que beaucoup de temps, énormément. Moi, je mets ça bout à bout. Donc ton CAP, maintenant, tu l'as terminé, mais entre ton activité, lancer une activité d'architecture... on sait ce que c'est de créer sa boîte, la préparation du projet, ton temps perso. Comment tu équilibres ton temps justement pour pouvoir... faire tout ça aussi? C'est un peu d'organisation. La rigueur, toujours la discipline. Rigueur. C'est quoi tes secrets, justement? Et après, j'ai pas réellement de secret, je crois, mais c'est juste qu'il y a des périodes où il faut mettre plus le boost sur quelque chose. Il y a des périodes... Enfin, j'ai toujours un peu mené comme ça, surtout quand je faisais encore plus quand je faisais du judo en compétition, où il y a des périodes où je savais qu'il fallait que je mette un peu plus le boost sur le judo, et d'autres périodes où là c'était plus à l'époque les cours. Et donc Alors j'ai lu quand même que dans la même semaine, tu avais eu, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ton diplôme d'architecture pour exercer en nom propre. Le jour suivant, tu passais ton CAP menuiserie, et puis le jour suivant encore, tu étais sur les tapis des judo. Et t'étais malade. Donc chapeau à toi. Non, moi c'était bon. Okay. C'était une semaine exceptionnelle, quoi. Mais... Oui, j'imagine que c'est pas toutes les semaines comme ça. Bon, en tout cas, on a compris que l'idée de contribution, elle était importante pour toi. Je dis ça parce que je pense qu'on est de plus en plus à avoir cette tension. On a bien compris que on devait aspirer à quelque chose d'un petit peu plus pérenne et d'un peu plus durable. Mais en même temps, il faut bien gagner sa croûte. Et puis, on tombe un petit peu dans cette routine, dans ce truc qui, parfois, vient dissonner. Et je trouve ça chouette que t'aies réussi à trouver dans ton environnement, avec tes proches, cet équilibre-là. Donc peut-être qu'on se reverra peut-être aussi dans un an pour quand tu reviendras pour voir ce que ça a donné. Alors j'avais une question aussi très intéressée, puisque c'est en lien avec le parcours que j'ai proposé, qui était un parcours un peu expérimental. Mais en gros, tu donnes le sentiment, à travers tout ce que tu nous as dit, d'être assez autonome, d'être décidé, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as répondu favorablement à ma sollicitation là, quand j'ai dit, tiens, je cherche des personnes qui sont en quête de sens et qui se sentent coincées, parce que tu aurais très bien pu trouver les réponses par toi-même, tu aurais très bien pu aussi aller voir un coach ou un thérapeute, comme ça peut se faire. Qu'est-ce qui fait que ça t'a... Alors, déjà, qu'est-ce qui fait que tu te sentais coincé, que tu avais besoin d'un apport extérieur? Peut-être la première partie de ma question. Et qu'est-ce qui fait que la solution collective t'a aussi un peu séduite?
C'est beaucoup de curiosité, je dois dire. Et comme j'étais dans cette période, comme je suis dans cette période aussi de questionnement, etc., je me disais qu'il pouvait en sortir en fait que du positif. Et le fait d'être en collectif, un peu comme toi, je crois vraiment au collectif, même dans mon métier, dans tout. Et donc je me disais que c'était favorable en fait d'aller discuter, d'aller voir des expériences diverses et variées d'autres personnes qui vivaient ces questionnements aussi. Et voilà, le fait rien que de discuter, d'échanger, de faire tous les exercices que nous avons fait ensemble, ça pouvait que être positif. Donc c'était vraiment au début de la curiosité et je suis contente d'avoir répondu favorablement du coup. Alors juste pour préciser, pour que nos auditeurs comprennent, c'était ce qu'on a testé avec Aurélie de Biol, qui est psychologue et spécialisée dans les transitions de vie. C'était de prendre 8 à 10 personnes qui étaient dans des transitions complètement différentes, certaines professionnelles, d'autres personnelles, tout type d'âge et de situation, et de se dire en fait ce qui est important c'est pas la situation qu'on vit mais c'est le processus, et est-ce que ça peut fonctionner d'avoir un collectif, voilà. Et donc on a proposé des petits exercices à faire en autonomie, enfin j'aime pas le terme d'exercice, ça fait très scolaire, mais des réflexions personnelles à mener en amont des temps collectifs, et on a proposé 3 ateliers de 2 heures en ligne pour le moment, voilà, pour que les personnes puissent échanger et se nourrir mutuellement aussi de leurs réflexions. Qu'est-ce que du coup, quand tu dis je suis content d'avoir répondu favorablement, qu'est-ce que ça a pu peut-être t'apporter aussi, qu'est-ce que t'en retires, qu'est-ce que ça a déclenché, qu'est-ce que ça a dénoué peut-être? C'était je pense en fait c'était vraiment le fait d'en parler, je pense que ça a vraiment débloqué ça, même du coup ça a permis aussi d'en parler plus aussi avec mon conjoint, je pense, avec mon associé, mais c'est vraiment de mettre des mots sur des choses que des fois on n'a pas totalement compris ou qu'on n'arrive pas à cerner, et donc c'était vraiment de pouvoir mettre des mots sur des choses, sur des sentiments, sur des ressentis, et puis relancer un peu le mouvement aussi. Moi j'avais vraiment l'impression... j'ai eu toutes ces années où je faisais plein de choses et j'ai vraiment eu cette impression d'être un peu ramollo, on va dire, de faire un peu moins de choses, d'être moins positive, etc. Et donc ça remet un petit coup de boost, et voilà, le fait d'en discuter, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à se poser 1 milliard de questions existentielles. Je suis pas fou, je suis pas folle. Je suis pas fou, c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment mettre des mots, se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose, d'une autre manière, mais voilà, des situations similaires. Et puis de pouvoir... Ok, donc conscientiser, verbaliser, et puis c'est ça. Ça t'a amené à échanger ou à déclencher des discussions. C'est ça, et puis rencontrer aussi, en fait, je trouve ultra positif, rien que de rencontrer des gens, ça devient de plus en plus rare de quand même rencontrer des gens qui ne sont pas du tout de notre milieu, de pouvoir échanger sur des sujets intéressants, etc. Donc je trouve ça... Je crois que c'est un des grands maux de notre société, c'est qu'il y a plus beaucoup d'espace d'échange, et même moi dans mon expérience personnelle, même en famille ou entre amis, on n'a pas forcément ces discussions profondes, et le fait de les avoir avec des personnes qui pas forcément ne vivent exactement la même situation que nous, mais en tout cas qui sont dans une même démarche ou dans une même intention, on a un rapport des fois beaucoup plus profond dans les échanges que ce qu'on peut avoir avec nos proches, quoi. Je trouve ça intéressant pour la suite. En tout cas, ça t'a permis de créer une nouvelle dynamique, de relancer la machine, comme tu dis. Très, très heureux. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas partagées qui sont importantes pour toi de préciser parce que, je sais pas, la Clotilde d'il y a 8 mois, elle aurait bien aimé l'entendre, ou... voilà, on s'adresse aux personnes peut-être qui sont dans ta situation, dans une situation analogue à la tienne, qui se posent des questions. Je sais que tu t'interdirais de donner des conseils, mais voilà, des choses que tu as apprises et de ton parcours jusqu'à présent. Et je me dis que à tout problème, il y a une solution, et c'est vrai que je pense qu'en ça, mon associé aussi, qui est une amie avant tout, donc on a une relation bien plus forte que professionnelle, m'apporte beaucoup. C'est de se dire que
un moment, il faut y aller, en fait. Si on se sent pas bien, il faut faire bouger les choses et puis aller chercher, en fait. Et voilà, et chercher et continuer à tester, à expérimenter d'autres choses. Et puis si en tout cas, si notre association devait s'arrêter, ce que j'espère pas, on n'en est pas du tout à là et on aime travailler ensemble, on trouvera autre chose et ça se trouve, on est plutôt à avoir 1000 idées l'une et l'autre, donc ça se trouve, on montera une autre boîte plus tard et voilà, il y a toujours... Il y a toujours quelque chose. Enfin, il faut essayer. Après, oui, effectivement, peut-être que je suis aussi chanceuse, voilà, que je peux me le permettre, etc. Enfin, personnellement, j'ai pas d'enfant, donc j'ai que moi à penser en réalité. Oui, c'est vrai, j'ai pas posé cette question. Ça peut faire. Est-ce que ça fait partie des projets futurs? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment même. Pas du tout un projet. D'accord, c'est une volonté de ne pas avoir d'enfant. Ok, très bien. Non. Et donc oui, donc c'est vraiment d'aller chercher, voilà, si on se sent pas bien, il faut aller chercher ce qui va pas et s'écouter un petit peu et sans trop s'écouter, mais des fois, mais il faut avancer et puis pas rester dans le négatif parce que ça n'apporte rien de bon, même dans le travail, dans la vie familiale, etc. Ok. J'ai l'habitude de terminer, tu sais, on arrive un peu sur la fin, par deux... Je dis ça parce que je sais que tu as écouté tous les podcasts, tu as été fidèle, donc je sais que tu t'es préparé. Du coup, trois inspirations. Encore une fois, ça peut être des livres, des bouquins, des musiques, des documentaires, des films, ce que tu veux, mais... Ouais, c'est pas forcément que tu trouves que c'est à voir, mais qui ont déclenché des trucs chez toi ou que t'aimes bien réécouter ou relire. Voilà. Ok. Alors, en ce moment, j'écoute pas mal les podcasts qui s'appellent Soif de sens. J'avoue que je sais plus qui est à la tête. C'est pas grave, mais on cherchera Soif de sens. Sur toutes les plateformes, il y a. Donc, c'est sur plein de sujets différents, mais pareil, sur des gens qui sont en quête de sens. Donc, cool. Plutôt chouette à aller écouter. Voilà, sur le premier, j'écoute beaucoup de podcasts, j'avoue. Vas-y. J'écoute aussi The Shift, qui est un peu dans le même mood, et il faut aller écouter, je pense, et aller voir l'Instagram, et puis après il y a tout ce qui suit derrière de Camille Etienne. D'accord, ok. Non, parce que je connais un projet qui s'appelle le Shift Project aussi, mais c'est peut-être autre chose, ok. De Camille Etienne, d'accord. Qui est une activiste écologique. Ok. Et donc elle a aussi tout un côté très artistique. Elle essaye de faire passer des messages par l'art, et donc on n'a pas besoin d'être architecte pour... Ah non, c'est pas du tout une architecte. Okay. Je suis loin de l'architecture. Et puis, si je peux me permettre un petit dernier, il faut aller voir l'O-Tech Lab, du coup. Le Tech Lab L'O-Tech Lab. L'O-Tech Lab, oui, bien sûr. L'O-Tech Lab, qui est une association. Et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui a démarré sur un bateau. Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, il y a une très grosse association autour. Et il y a sur YouTube, etc. Ils ont une chaîne YouTube. Il y a plein de petits reportages liés au low-tech qui sont tous très intéressants. Tu penses que le low-tech, c'est l'avenir ? Alors, je pense que c'est pas la réponse à tout, mais que ça peut apporter et ça peut déclencher beaucoup de solutions, notamment dans la construction. Ok. Juste avant de te poser la dernière question, tu sais, la question à $1 million, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Je voudrais remercier les auditeurs, les auditrices et les spectateurs, spectatrices. Je vois que l'ordinateur s'est mis en veille, donc je ne sais même pas si nous sommes toujours filmés, mais écoute, peu importe. En tout cas, te remercier avant de te laisser le mot de la fin. On se retrouve le mois prochain pour un autre parcours ou expertise inspirante. On vous prépare aussi avec une petite équipe d'experts, plein de nouveautés et plein d'innovations, je ne sais pas pour quand, pour la rentrée ou pour la fin d'année, mais on vous avertira de tout ça, notamment sur LinkedIn, où j'essaye de publier un petit peu les avancées du projet qui est toujours en phase exploratoire. Voilà.
Clotilde, un grand merci, encore une fois, d'avoir fait, j'allais dire l'effort, en tout cas, d'être là pour cet épisode. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? La question. Je pense que c'est d'oser, de pas tout le temps se flageller et dire oui, effectivement, on n'est pas parfait, on a plein de questions. Moi, en l'occurrence, entre l'écologie, il y a plein de sujets qui, surtout en ce moment, mais à un moment, il faut y aller, il faut oser, il faut pas... la chute n'est pas... on peut toujours se relever et on apprend souvent bien plus des défaites quand on est au judo, par exemple. Donc, on apprend souvent plus de nos erreurs et on en ressort grandi. Et donc, il faut continuer à essayer et aller de l'avant. Voilà, être positif. Merci Clotilde Nguyen. Merci à toi.